Est-ce que... Voilà, ça s'enregistre. OK. Ce que je voulais voir donc avec vous aujourd'hui, donc, c'était la fin du chapitre 7. La fin du chapitre 7 avec les différents types de transports. Donc, les différents types de transports, il faut avoir en tête qu'il y en a 3 types. Ça reprend un peu en exergue tout ce qu'on a vu dans le chapitre 11, c'est-à-dire qu'il y a 3 types de transports que vous allez voir dans une cellule. Soit il peut avoir un transport par diffusion, c'est-à-dire c'est le premier cas, c'est-à-dire on n'a besoin de rien pour passer d'une membrane à une autre. Et ça se fait selon le gradient de concentration. Ça, c'est une notion très importante, le gradient de concentration, parce que dans le gradient de concentration, on va du plus concentré au moins concentré. C'est ce que vous voyez donc, sur l'image suivante, au tout début. Donc, le gradient de concentration, on va du plus concentré au moins concentré. Ça, c'est une règle de base. Alors, vous pouvez noter, pour ceux qui ne l'avaient pas bien saisi, c'est que l'ion le plus important dans le milieu extracellulaire, les ions les plus importants sont le Na+, et le calcium. C'est-à-dire que, naturellement, le calcium va du plus concentré au moins concentré. C'est-à-dire qu'il va de l'espace extracellulaire au cytosol. Et l'ion le plus important dans le cytosol, c'est le potassium, le K+. Et donc, naturellement, le potassium va du plus concentré au moins concentré, donc du cytosol, à la matrice extracellulaire. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que lorsqu'il y a consommation d'énergie, vous allez avoir justement l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, on le voit pas, ah oui, voilà, regardez, dans le dernier en bas, quand on a un transporteur, le Na+, K+ ATPase, et ben, vu que ça consomme de l'énergie, donc ça va transférer les ions de la manière inverse du gradient de concentration, dans le sens inverse. Puisque ça consomme de l'énergie, donc ça a besoin de force, ça va avoir comme nécessité de faire le contraire, c'est-à-dire qu'on a 3 Na+, au lieu de rentrer, ils vont sortir, et 2 K+, qui, au lieu de sortir, vont rentrer. Okay, donc ça, c'est important de voir le gradient de concentration, l'importance que ça revêt justement dans les flux. Donc, je répète, soit on est un transporteur, on est un ion, soit un gaz, on n'a pas besoin de membrane de perméase. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on a un besoin d'un transporteur, mais ça va dans le gradient de concentration. Okay, donc, c'est passif. Regardez dans le premier schéma, le calcium et le Na, il va donc de l'extracellulaire à l'intracellulaire, naturellement, pareil le potassium, et tous les ions en question vont dans le sens du gradient de concentration. En revanche, quand il y a un transporteur actif avec perméase, là, ça va dans le sens contraire. Et il y a notre perméase ABC, que vous connaissez bien, qu'on retrouve ici. Et la perméase ABC, vous pouvez le noter, mais ça, on l'a vu dans le chapitre 3 la dernière fois, elle est dans la figure 11, il me semble. On la retrouve surtout, la perméase ABC, au niveau de la membrane basale, du pôle basal. Okay, les perméases ABC, c'est toujours dans la membrane basale. Et donc, ici, on a donc transporteur avec énergie Na+, K+ ATPase, ou perméase ABC, ça c'est avec consommation d'ATP. Perméase ABC, c'est toujours ATP binding cassette. Okay, c'est ça la définition de ATP. Donc ATP, ça consomme de l'ATP. Par contre, le sympore et antipore, okay, on va vraiment là aussi, a priori, alors le sympore antipore, c'est souvent dans le sens inverse du concentration, l'inverse du gradient de concentration, mais la consommation, c'est pas d'ATP, c'est une consommation sous forme d'ion. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les sympores antipores, chaque fois que vous voyez ça, ça consomme de l'énergie, mais sous forme d'ion. Okay, donc finalement, pour les perméases dans le troisième cas, soit on consomme de l'énergie sous forme d'ATP, soit sur la forme de d'ion. Alors là, effectivement, on constate que le Na+, par exemple, il va du plus concentré au moins concentré. Donc ça ne marche pas de la même manière que lorsqu'on consomme de l'ATP. Ici, c'est vraiment une consommation d'énergie sous forme d'ion. Okay, donc ça va être tous les transporteurs qu'on voit dans le chapitre 2, avec
consommation, d'énergie. Et là, dans ce cas-là, vous comprenez bien, c'est sans modification de la membrane plasmique. Donc ici, la membrane plasmique, elle reste droite. Donc ici, ce sont avec des perméases sans modification de la membrane plasmique. Et vous voyez que, donc là, c'est un peu le schéma. Donc ça, il faut bien lire tout ça, c'est très important. Vous voyez le petit schéma en bas, justement, avec le K+, en majorité dans l'intracellulaire, le Na+, et le calcium en majorité dans l'extracellulaire. Alors ça, maintenant, c'est transport avec mouvement. Donc je le répète, c'est quelque chose que on voit depuis le début, mais encore une fois, ça c'est vraiment très important. Lorsqu'il y a déformation de la membrane plasmique, soit c'est ce qu'on appelle une endocytose, soit une exocytose. Je rentre endocytose, je sors exocytose. À chaque fois qu'il y a modification locale de la membrane plasmique, il y a forcément modification locale du cytosquelette. La membrane plasmique ne peut pas bouger si le cytosquelette ne se modifie pas. Donc, et à chaque fois qu'il y a modification du cytosquelette, on a quoi? On a consommation d'énergie. Alors ça, c'est vraiment aussi très important à retenir. À chaque fois que vous voyez une endocytose, une exocytose, une phagocytose, tout ce que vous voulez, où il y a une déformation du cytosquelette et donc déformation de la membrane plasmique, il y a forcément une consommation d'énergie. Donc ça, vraiment, c'est le b.a.-ba qu'il faut savoir. Pareil, ici, pour qu'il y ait une exocytose, il faut absolument qu'il y ait du calcium. On a vu la dernière fois que pour qu'il y ait une adhérence entre deux cellules, entre deux protéines, même au niveau des CAM et des SAM, vous vous rappelez qu'on a besoin de calcium pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir, même adhérer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le calcium, il a notre rôle, il a un rôle pour justement provoquer des exocytoses. Alors là, il y a un point très important, encore une fois, c'est des révisions, donc je me répète. Il y a une différence entre exocytose régulée et exocytose constitutive. Alors, je m'explique. Exocytose régulée, c'est quand on exporte une grande quantité de produits. Donc, vous voyez qu'ici, dans ce cas-là, vraiment, il y a beaucoup de matière à sécréter. Une exocytose constitutive, par contre, elle sécrète une petite quantité de produits. Alors, faites attention. Le calcium est nécessaire pour toutes les exocytoses, mais dans le cas d'exocytose régulée, elle va être beaucoup plus importante. Donc ça, encore une fois, ça aussi, c'est vraiment très important. Ne me dites jamais qu'il n'y a pas besoin de calcium pour l'exocytose constitutive. Il y en a besoin, mais en moindre quantité. La phagocytose, pareil. Alors la phagocytose, je rappelle ce que c'est. C'est fait par les macrophages. Et c'est quoi? La phagocytose, elle permet justement de digérer, de manger, tout ce que vous voulez, une bactérie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une bactérie, ou même vous allez voir que, on en a vu dans le chapitre 8, pour les organites qui se suicident par une mitochondrie, quand elle a fini son rôle, il y a ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire que l'autodestruction de l'organite. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, la phagocytose, ou même l'autophagie, c'est des phénomènes aussi qui font intervenir ce qu'on appelle le voile hyaloplasmique. C'est quoi le voile hyaloplasmique? C'est des parties de la membrane qui proviennent soit du RE, soit du Golgi, soit de l'enveloppe nucléaire d'ailleurs. Voilà. Donc ça, les voiles hyaloplasmiques, pareil, c'est des formes d'endocytose, mais d'un produit vraiment très important, d'une bactérie pour la détruire et pour la digérer. Donc là aussi, on a besoin de l'énergie, cytosquelette, énergie, et même, c'est pas forcément précisé, mais calcium aussi, bien évidemment. Ok. Figure 28 est vraiment capitale. Vraiment très importante. Parce qu'il y a la notion de revêtement. Est-ce que je vais parler, mais est-ce qu'il y a des points particuliers que vous aimeriez voir sur les revêtements? Pas spécialement? Alors, les revêtements. Alors, il faut bien que vous compreniez que la dernière fois, on a vu un exemple, c'était la cavéoline. J'avais dit
que la cavéoline, elle avait un rôle. C'était une protéine qui appartenait au système endomembranaire. Et la cavéoline, elle avait un rôle où elle permettait la constitution de revêtements au niveau d'une vésicule. Alors, regardez bien le schéma. Vous le regardez, ça c'est un travail que vraiment je vous demande très, très régulièrement. C'est de regarder le schéma même pendant une petite minute et d'essayer de vous imprégner de ce schéma. Et je le commente dans, allez, 30 secondes. Donc, les revêtements, il y en a deux types. En tout cas, ici, il y en a deux types. Soit c'est un revêtement donc, de cavéoline, donc vous voyez, elle fait le tour de la vésicule et elle joue un rôle de protection, vraiment de protection très importante de la vésicule, des attaques extérieures, soit une vésicule dite de clatrine. Alors clatrine, pareil, c'est une protéine. Elle, par contre, la clatrine, c'est une protéine qui appartient au cytosol, c'est-à-dire c'est une protéine cytosolique. Ok. Donc là aussi, pareil, c'est très très important de bien comprendre ça. Cavéoline, ça appartient au système endomembranaire. Clatrine, ça appartient au cytosol. Et pareil, les deux permettent de faire des revêtements. Alors, pour ceux qui sont curieux, okay, ceux qui ont revu le schéma, il faut bien voir la figure 27 du chapitre 8. Dans la figure 27 du chapitre 8, ok. Pour ceux qui l'ont déjà fait et même ceux qui ont besoin d'explications, je leur fais en privé, ok, il n'y a aucun problème. Ce qui est très important, c'est que pour ces schémas-là, on vous montre comment se met un revêtement, comment fonctionne la mise en place d'un revêtement. On va le voir un peu aujourd'hui dans le chapitre 4, mais c'est bien expliqué là-bas dans la figure 27 du chapitre 8. Mais en gros, dans tous les cas, le revêtement, que ce soit clatrine ou ici cavéoline, ce qui est intéressant, c'est que ce revêtement va permettre la protection de la vésicule. Et là, il y a une différence majeure, c'est que la vésicule recouverte de cavéoline, elle est pas déshabillage. Il n'y a pas de déshabillage de la vésicule de cavéoline. Alors que le clatrine, oui. Vous voyez ici qu'il y a forcément une déshabillage de la vésicule de clatrine. Alors là, notez-le bien, ok. Bon, je répète, c'est que le déshabillage de la vésicule de clatrine se fait grâce au HSP plus HSP 70, excusez-moi, plus ATP. Alors, pour ceux chez qui ce n'est pas des notions qui leur parlent, HSP 70 plus ATP, ce sont des chaperons. Tous les chaperons, ok, sont ATP dépendants. Ok, c'est-à-dire qu'ils consomment de l'ATP. Et ici, le déshabillage de la vésicule de clatrine se fait grâce au HSP plus ATP. Donc pareil, hein, ici on est dans un cas d'endocytose, donc forcément il y a consommation d'ATP, forcément parce qu'il y a activation du cytosquelette. Et là, il y a un principe nouveau, une protéine nouvelle qu'on connaît, okay, qu'on a déjà vu de nombreuses fois, c'est la protéine G monomérique, la dynamine. Alors, elle sert à quoi cette protéine G monomérique, dynamine? Elle sert à étrangler la vésicule, okay, et la permettre de la détacher de la membrane plasmique. Donc vous voyez ici, la protéine G, elle va permettre l'étranglement et le détachement de la vésicule. Alors là, ce qui est très important, c'est que la protéine G, comme toutes les protéines G, sont des GTPases. Ok? Donc, les GTPases, c'est très important. Ok? Donc, ce sont tous des GTPases. Consommation de GTP. Donc, faites attention. Il y a soit une consommation d'ATP, soit une consommation de GTP. Regardez bien ce schéma. Je vous donne, encore une fois, c'est de la méthodologie, je vous donne 30 secondes pour le maîtriser. En tout cas, pour bien voir, et on va le commenter, c'est très important. On va raconter une histoire. Allez, vous avez 30 secondes.
Donc, ici, c'est une histoire qu'il faut retenir. Donc, ici, c'est une application de ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors je vais raconter l'histoire, hein. Donc, c'est l'histoire d'un LDL. C'est quoi un LDL? C'est un transporteur de cholestérol. C'est-à-dire que le LDL, c'est une espèce d'hormone qui va transporter le cholestérol. Le cholestérol, il dit dans ce cas-là, on en a besoin dans la cellule. Donc, on a besoin du cholestérol dans toute la cellule. Et ce LDL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, pour rentrer dans la cellule, avoir plusieurs étapes. Donc, encore une fois, je répète que le but, c'est de faire rentrer le LDL dans la cellule pour qu'il diffuse son cholestérol. Donc, le LDL en question va aller sur son récepteur LDL. Première étape. Deuxième étape, le récepteur LDL va diffuser au niveau ce qu'on appelle les bureaux couverts. C'est quoi les bureaux couverts? C'est des régions riches en clatrine. Donc, encore une fois, ces régions riches en clatrine vont donner, comme je viens de le dire, des vésicules qui sont riches en clatrine. Okay. Donc ici, ce qu'on appelle les vésicules riches en clatrine, c'est des puits recouverts au niveau de la membrane plasmique. Pareil, lorsqu'il y a le signal, on a endocytose grâce à la dynamine plus le GTP, je répète, c'est une GTPase, détachement de la vésicule de clatrine, qui est ce qu'on appelle une vésicule épineuse, qui va se faire déshabiller par HSP70 plus ATP. Et donc, on a notre vésicule avec le récepteur et son LDL, qui vont fusionner avec d'autres vésicules du même type, qui vont donner une grande vésicule qu'on appelle un endosome. Donc, la destination semi-finale, on va dire, de la vésicule, c'est un endosome. Et l'endosome, encore une fois, on a le LDL avec son récepteur. Dans l'endosome, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut vraiment que le LDL se sépare de son récepteur et libère le cholestérol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va acidifier le tout pour séparer les deux. Donc, l'acidification se fait grâce à quelque chose que vous devez savoir, c'est l'HSP70 plus ATP. Donc, l'HSP70 plus ATP va permettre l'acidification et la transformation. Et maintenant, vous connaissez ceux qui ont vu le chapitre suivant, va permettre à l'endosome de se transformer en endosome précoce, puis après en endosome tardif, ça c'est chapitre 8. Et plus il va être acidifié, plus il va ressembler en fait à un lysosome qui a un pH très acide. Et donc, le lysosome, encore une fois, on n'a pas fini. Le LDL, il est dans le lysosome. Et le but du lysosome, c'est de couper le LDL pour donner du cholestérol. Et donc, le cholestérol, après, va passer dans la membrane, dans la membrane plasmique, il peut aller dans le cytosol, il va aller à tous les endroits dont on a besoin. Juste à noter ici que le récepteur en question du LDL va revenir par recyclage au niveau de la membrane plasmique pour réaccueillir encore une fois un LDL. Donc ça, ce schéma, vraiment, il est très important et on peut poser des tonnes de questions sur ce schéma. Alors, juste une question, en vous faisant un peu participer. Le récepteur en question, est-ce que c'est un récepteur qui a été synthétisé à partir de ribosomes associés au RE? Alors, vrai ou faux? C'est vrai? Alors, c'est vrai. Est-ce que tu saurais me justifier, Lisa? Le récepteur, il est en contact avec la membrane plasmique Très bien, et aussi il est dans le lysosome et le. très bien. Alors, je répète, encore une fois, là, c'est de la base de cours que j'ai mis dans les audios et dans les cours. Dans le clan système endomembranaire, ok, il y a toutes les protéines qui appartiennent soit à la membrane plasmique, soit à la matrice extracellulaire, soit au RE, soit au Golgi, soit au lysosome, soit à toutes les vésicules. En tout cas, ça, c'est des protéines qui appartiennent au système endomembranaire. Et toutes ces protéines-là sont forcément passées par le RE, forcément ont eu un signal d'adressage au RE qui s'appelle le peptide signal, donc forcément ont été en contact de ribosomes associés au RE. Alors, je voulais vous dire, sur les quelques étudiants
qui font là ce cours de révision, si cet enchaînement-là, vous ne le maîtrisez pas, il faut vraiment que vous veniez me demander en message privé, que je vous le répète, que je vous explique bien, parce que c'est vraiment la base et c'est vraiment capital. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important dans l'idée donc de dire que, vu que ce récepteur, c'est une protéine, finalement, une protéine de la transmembranaire de la membrane plasmique, donc elle appartient au système endomembranaire. Donc, elle a eu un peptide signal. Donc, elle a été synthétisée à partir de ribosomes associés au RE. OK ? Donc, dans le cas, par exemple, ici, par exemple, on va prendre l'autre cas, l'HSP70. Bon, l'HSP70, c'est une protéine cytosolique. Donc, est-ce qu'elle a été en contact d'un ribosome associé au RE ? Non. Elle est au contact d'un ribosome libre. Et donc, c'est une protéine cytosolique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la base. Donc, je veux vraiment, même si vous n'osez pas là maintenant, que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je veux vraiment que vous n'hésitiez pas à m'en parler en privé. Alors, on vient de voir à l'instant les puits recouverts. Alors, je suis désolé pour le bruit d'animal, mais c'est un crapaud sûrement. Ici, on a parlé du puits recouvert. On a dit que le puits recouvert, c'est une région spécialisée de la membrane plasmique riche en clatrine. Très bien. Ici, et là c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ici, on est au niveau ce qu'on appelle d'un radeau lipidique. C'est quoi un radeau lipidique ? C'est une région de la membrane plasmique spécialisée, riche en cavéoline, qui va donner forcément des vésicules riches en cavéoline et pas en clatrine. Donc faites attention à la différence entre puits recouvert, ok, et radiolipidique. Radiolipidique riche en cavéoline, puits recouvert riche en clatrine. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir tout ce qu'il y a dans ces radiolipidiques. Il y a donc de la cavéoline, bien sûr. Il y a du cholestérol, beaucoup de cholestérol, plus que de raison. Il y a des protéines G. Alors, alpha, bêta, gamma, c'est ce qu'on appelle des protéines G hétérotrimériques. Alors, vous vous souvenez, hein, on a parlé tout à l'heure de la dynamine. La dynamine, c'est une protéine G monomérique avec une seule sous-unité. Ici, on est en présence d'une protéine G hétérotrimérique, donc avec 3 sous-unités. Donc ça, on va le voir là dans les minutes qui nous resteront, dans le chapitre 4. Ça, c'est vraiment très important de voir les différences entre tout ça. On a aussi, on le voit pas, on le voit dans le schéma, dans le radiolipidique, on a ce qu'on appelle la hénosynthase. La hénosynthase est riche, justement, dans les radiolipidiques. Et là, pareil, lorsqu'on a un récepteur qui chope son ligand dans un radiolipidique, on va avoir une endocytose. D'abord, détachement, étranglement de la vésicule, détachement par la protéine G-dynamine, pareil, dynamine plus GTP. Détachement de la vésicule recouverte de cavéoline, mais là, il n'y a pas de déshabillage. D'accord ? Donc, le déshabillage n'est effectif que pour la vésicule de clatrine. Et là, alors, je vois si j'ai un schéma qui le montre. Voilà. Et ça, c'est très important. On revient à la figure 27, si vous voulez. C'est que une exocytose régulée, ça c'est la règle, une exocytose régulée ne peut intervenir qu'après que ce soit une vésicule recouverte de clatrine qui soit l'origine. Donc, quand on a une vésicule recouverte de clatrine, forcément, on aboutira à donc une exocytose régulée. En revanche, lorsque la vésicule est recouverte de cavéoline, elle aboutira à une exocytose constitutive. On appelle ça aussi une exocytose permanente. Donc là, c'est très important. Clatrine régulée, cavéoline, donc constitutive ou permanente. D'accord ? Donc ça, vraiment, voilà, encore une fois, je vous ai mis plein de commentaires en dessous. Je vous ai fait là aussi, juste, je rappelle que j'ai fait des tonnes de fiches à chaque cours que je faisais. Donc, je les ai mis chaque fois sur le groupe. Donc, ceux qui en ont besoin, vous n'hésitez pas, je vous l'envoie.
Dan, Oui, oui, oui. est-ce que tu peux répéter juste dynamine, protéine G, monomérique, c'est ça? Alors, dynamine, la définition de la dynamine, c'est une protéine G. Donc, définition de la protéine G, c'est une protéine cytosolique à ancrage temporaire à la membrane plasmique. Ça, c'est vraiment la définition de la protéine G. Et la dynamine, donc, c'est une protéine G monomérique, donc avec une seule unité, responsable du détachement et de l'étranglement de la vésicule lors de l'endocytose. Et surtout, la dynamine, comme toutes les protéines G, est une GTPase. C'est-à-dire quoi une GTPase? C'est-à-dire qu'elle consomme du GTP pour fonctionner. Donc, c'est une consommatrice d'énergie sous forme de GTP. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Parfait, merci. D'accord. Donc, pareil, sur ce schéma, qui est vraiment aussi vraiment très important, on a le rôle du calcium. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une exocytose nécessite obligatoirement une augmentation de la concentration de calcium dans la cellule. C'est-à-dire qu'on n'a pas une exocytose sans qu'il n'y a pas une augmentation de calcium. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'augmentation du calcium, elle est plus importante lorsqu'il y a une exocytose provoquée ou régulée qu'une exocytose constitutive. Donc là, celle qui est en bas, l'exocytose constitutive, c'est on imagine qu'il y a un revêtement de cavéoline, alors que l'exocytose régulée, on imagine c'est un revêtement de clatrine. Alors, qui peut me dire ici, quand la vésicule passe du RE, va vers le Golgi et la membrane plasmique, comment s'appelle ce flux? Flux vectoriel, membranaire et permanent. Voilà, flux vectoriel, membranaire et permanent. Donc là aussi, bien évidemment, c'est quelque chose, c'est la base de ces flux-là. Pareil, à chaque fois qu'il y a déformation de la membrane plasmique, cytosquelette plus énergie. Alors, cytosquelette, l'action du cytosquelette ici, vous le verrez dans le chapitre 7 pour ceux qui ne sont pas encore. Dans le chapitre 7, on montre que la progression de la vésicule se fait grâce à ce qu'on appelle des protéines motrices. Okay, donc, je fais une petite révision aussi sur ça. Donc, la vésicule, en fait, elle peut aller sur les deux cytosquelettes que vous connaissez, soit microfilament d'actine, soit microtubule. Donc, ici, bon, je répète, vous voyez la vésicule, elle se balade sur le cytosquelette, soit microtubule quand c'est au centre de la cellule, soit microfilament d'actine quand c'est proche de l'exocytose, en périphérie de la cellule. Donc, elle se balade sur ce cytosquelette. Première chose. Deuxième chose, elle se balade grâce aussi, en parallèle, grâce à des protéines motrices du cytosquelette. Donc, les protéines motrices sont les pieds, okay, et la route, c'est le cytosquelette. Donc, je rappelle, protéines motrices du cytosquelette de microfilament d'actine, ça s'appelle la myosine de type 1. Donc, en gros, la vésicule, donc là aussi, pourquoi je vous pose ces questions? Parce que c'est le genre de questions qui peuvent tomber. La myosine de type 1 peut transporter des vésicules lorsque la vésicule est proche de la membrane plasmique. En revanche, la vésicule qui va sur le microtubule peut soit passer grâce à la kinésine, soit grâce à la dynéine. La dynéine va du plus vers le moins. Donc, je rappelle que le centre de la cellule, c'est toujours le moins. Le Golgi, c'est le moins également. Et le plus, c'est tout ce qui est périphérie de la cellule. Donc, en gros, quand on va du plus vers le moins, okay, on passe avec la dynéine. Donc, ici, dans le schéma, quand on va du RE au Golgi, on va du plus vers le moins, puisque le Golgi, c'est le moins. Et donc là, on va utiliser donc la dynéine. Mais quand on va passer du Golgi, du moins, vers le plus vers la membrane plasmique, ça va être la kinésine qui va intervenir. Okay, encore une fois, c'est-à-dire quoi qui intervient au niveau d'un microtubule. Ça, c'était un petit résumé du chapitre 7. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit tranquillement qu'il y a le calcium qui augmente et on vous dit juste que le calcium, il peut provenir de plusieurs sources. Soit il provient de l'extracellulaire canaux calcium.
Alors, soit des canaux potentiels dépendants, soit des canaux ligands dépendants, peu importe. Soit le calcium peut provenir de sources internes. Ça veut dire que le RE, le Golgi, l'enveloppe nucléaire, tout ça, ce sont des sites de stockage du calcium. C'est-à-dire quoi des sites de stockage? Ça veut dire tout simplement que ce sont des endroits où on va avoir beaucoup de calcium. Et le calcium va pouvoir justement être pas exocité, mais va être déstocké grâce à une réaction que vous voyez tout en bas. Regardez le Donc, qu'est-ce que vous voyez dans ce schéma? Comment, à partir... Alors, je remonte. Hein. Regardez, hein, en haut, on a le signal chimique qui va sur une protéine G, un RCPG. Okay, et lorsqu'on va sur ce RCPG, on va avoir une augmentation de calcium. Et cette réaction-là, a priori, là, on ne la connaît pas. Okay, mais on la connaît du chapitre 11. C'est ce qu'il y a dans ce schéma. Comment, à partir d'un ligand qui est ici l'acétylcholine, qui rencontre un RCPG, on a une augmentation de calcium. Donc, il y a une réaction que vous devez absolument connaître, que j'ai commentée dans mes schémas depuis belle lurette. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Que le ligand, lorsqu'il se connecte, lorsqu'il se met sur le RCPG, il va donc activer une protéine G hétérotrimérique qu'on appelle alpha-Q. Cette protéine G attention, hein, ce n'est pas une protéine G monomérique comme la dynamine, c'est un autre style de protéine G qu'on appelle les protéines G trimériques. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la protéine G hétérotrimérique alpha-Q va activer une phospholipase, ce qu'on appelle la phospholipase C. Ça, c'est une phospholipase qui va couper un phospholipide. Hein, phospholipase coupe un phospholipide. Protéase coupe une protéine. Lipase coupe un lipide. Et donc, la phospholipase, elle va avoir comme rôle de couper PIP2 pour donner deux produits. Diaglycérol, le DAG, qui reste dans la membrane plasmique et qui peut activer une autre protéine kinase, on le reverra, et qui va donner un deuxième produit qui s'appelle IP3. IP3 qui est très important, puisque l'IP3 va aller dans la membrane, va aller dans le cytosol, et va activer un récepteur IP3. Ce récepteur IP3, lorsqu'il va être au contact de l'IP3, va libérer du calcium. Et ce calcium, après, il va servir, entre autres, bon, ici on parle d'autre chose, mais il va servir, entre autres, justement, ici, à l'augmentation de calcium, en haut, donc de schéma de la figure 34, l'augmentation de calcium dans la cellule et pour permettre l'exocytose. Donc le calcium, il a d'autres rôles, hein. Mais ici, c'est ça qui nous importe. Est-ce que tout le monde a compris ce schéma? Vraiment, il faut vraiment bien maîtriser ce schéma, c'est vraiment très important. Et enfin, ce schéma est aussi très important. Il vous montre comment on renouvelle la membrane plasmique. Alors, on renouvelle la membrane plasmique, pas grâce à l'exocytose régulée, vous le comprenez, parce que l'exocytose régulée, il y a besoin d'un signal, c'est vraiment pour envoyer quelque chose vraiment à l'extérieur de la cellule. Par contre, une exocytose constitutive permet le renouvellement de la membrane plasmique. Et là, vous voyez, et là, c'est aussi très important de faire la différence, que la membrane plasmique, elle est faite de deux parties. Une partie protéique, qui provient que du système endomembranaire, et qui est nourrie grâce au flux vectoriel membranaire et permanent. Mais la membrane plasmique, elle n'est pas faite que de protéines. Elle est faite aussi de cholestérol, elle est faite de sucre, elle est faite de lipides, elle est faite de plein de choses qui, eux, peuvent provenir de partout, du cytosol. Ok, donc la différence que je fais à chaque fois, dans les audios, dans les cours que je fais, dans tout ce que vous voyez de BioC, entre le système endomembranaire et le cytosol, ça ne concerne que les protéines. Quand je parle de clans, de faire la différence entre les différences entre système endomembranaire et cytosol, ça ne concerne que les protéines. Pour le reste, qui va constituer la membrane plasmique, il n'y a pas vraiment de différence.
on peut aller dans la membrane plasmique, qu'on provienne du cytosol ou du système endoremnaire, peu importe. Okay, si on est un sucre, un lipide ou du cholestérol. Donc ici, c'est très important. Comment on nourrit la membrane plasmique grâce à des protéines? Grâce au système endomembranaire. Donc la protéine, elle se fait synthétiser à partir du REG. Elle va subir donc une modification post-traductionnelle où on va lui rajouter des glycosylations, de la N-glycosylation ou de la C-glycosylation. On va lui rajouter des sucres. Donc ça, je vous prie de vous référer au chapitre 8. Elle va aller après dans le Golgi, où là, elle peut subir une O-glycosylation. Donc, faites attention, N-glycosylation et C-glycosylation dans le RE, O-glycosylation dans le Golgi. On lui modifie encore un peu les sucres, on lui remet des lipides. Et là, la protéine, elle est presque mature. Elle va aller dans la cavéoline, en fait, dans la vésicule recouverte de cavéoline, pour aller faire une exocytose constitutive. Alors, juste entre parenthèses, dans la vésicule de cavéoline, on peut avoir la suite de la maturation. Et quand la protéine, elle est dans la membrane plasmique, elle est complètement mature. Lorsque la protéine sort du Golgi, elle peut aussi rencontrer une vésicule recouverte de FAP. Okay, FAPP, c'est le troisième revêtement là que vous connaissez maintenant. Cavéoline, clatrine et FAP. FAP, on ne connaît pas tellement, on sait juste qu'elle aboutit à une sécrétion constitutive et qu'il y a un déshabillage. Donc cavéoline, pas de déshabillage, FAP, déshabillage, mais exocytose constitutive. Et tout ça, quand on passe du REG, Golgi, et qu'on va à la membrane plasmique, ce sont les protéines qui passent par le flux vectoriel membranaire et permanent. Par contre, la membrane plasmique, quand je vous dis, elle est faite aussi de cholestérol, c'est de sucre et de lipides, elle est justement, elle provient donc, ces sucres, ces lipides et ce cholestérol peuvent provenir du cytosol sans aucun problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Oui. Oui. Très bien, très très bien. Alors, je vais juste finir sur vous montrer la différence entre, entre protéines G monomériques et trimériques. Ça, c'est vraiment dans le chapitre 4. Je veux vraiment que vous le maîtrisiez à fond, ce chapitre. Alors, c'est figures 16 et 17. Attends, on va aller un peu plus vite. Alors, 16 et 19, excusez-moi. 16, voilà. Quand vous voyez, je veux que lorsque cette semaine, vous allez bosser un peu le chapitre 4, je veux, quand vous regardez les protéines G, que vous le regardez chaque fois entre figure 16 et figure 19, qui vous montre la différence de cycle entre protéines G monomériques et trimériques. Alors, on va commencer par la monomérique. Monomérique, vous en connaissez une depuis le début, c'est la dynamine. Alors, regardez tout en bas, elle est inactive, enfin tout en bas du schéma, figure 19. La protéine G, quand elle est inactive, elle est dans le cytosol. Elle est couplée au GDP. Ça, c'est sa forme inactive. Et ça, c'est très important de le comprendre. Lorsqu'on veut l'activer, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple, par exemple, de la dynamine. La dynamine, lorsqu'elle est activée, on a besoin, par exemple, qu'elle joue un rôle dans l'étranglement de la vésicule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va l'activer en lui rajoutant du GTP. Donc, vous voyez, tout en haut, la protéine G, elle est activée parce qu'elle est couplée au GTP. Qui va permettre ça? C'est une protéine qu'on appelle GEF, GEF. GEF, elle permet ce qu'on appelle l'échange GTP-GTP. Donc, on lui rajoute, on échange, le GDP par du GTP. Lorsque cet échange est fait, lorsque cet échange est fait, la protéine G, elle joue son rôle pleinement. Donc, elle joue son rôle pleinement. Et donc, on a comme effet biologique l'effet de la protéine. Alors, si c'est une dynamine, elle joue un rôle de l'étranglement. Et vous verrez qu'il y a une protéine qui s'appelle ARF, protéine G ARF, donc après la dynamine ARF, qui, elle, va jouer un rôle dans la constitution de revêtements. Bon, ça, encore une fois, c'est toujours le même chapitre 8, figure 27. Lorsque la protéine G a fini son rôle, on l'hydrolyse le GTP, et donc elle revient à son état initial. Qui va s'occuper de ça? C'est GAP. Donc, quand la dynamine, quand il y a marqué hydrolyse du GTP par de la dynamine, c'est GAP en fait qui s'occupe de l'hydrolyse de ce GTP. Là aussi, c'est vraiment très très important de bien le saisir.
Donc, échange, Jeff, hydrolyse, GTP. Ça, c'est le cycle de la protéine G monomérique. À noter sur ce schéma que la bréphéldine A, c'est une drogue produite par un champignon. La bréphéldine A, vous allez voir son rôle vraiment dans le chapitre 8, mais retenez-le, c'est qu'elle va jouer un rôle dans l'inhibition de Jeff. Donc, bréphéldine A inhibe Jeff, donc finalement, elle empêche l'activation de la protéine G. Okay. Et donc, si elle empêche l'activation de la protéine G, donc forcément, on va avoir un problème, soit par exemple dans la dynamine, soit par exemple, on va avoir un problème dans la protéine GARF dans la constitution des revêtements, donc dans le blocage du flux vectoriel membranaire et permanent. Ça, c'est la bréphédine A. Donc, je répète, bréphédine A, elle agit sur les protéines G monomériques. Et enfin, ici, c'est le cycle de la protéine G hétérotrimérique. Donc, une protéine G hétérotrimérique, elle, vous voyez, elle est activée. En fait, une protéine G hétérotrimérique, elle est en 3 sous-unités et aux abords du RCPG. RCPG, je rappelle, c'est un récepteur transmembranaire à 7 domaines transmembranaires. Le RCPG, donc, il va avoir comme effet, lorsque le ligand va se fixer sur lui, de favoriser l'activation de la protéine G alpha. Vous voyez, alpha GDP va se transformer en alpha GTP. Donc là, pareil, hein, et ça, c'est ce qui est important à faire la différence entre deux. C'est pour ça que je vous demande de voir les temps en temps, c'est que l'alpha GDP, elle est dans la membrane plasmique. Elle n'est pas active, mais elle est dans la membrane plasmique. L'autre, elle n'était pas. Et quand on l'active, là, elle va vraiment jouer son rôle d'activité, elle va jouer son rôle d'effecteur. Donc ça, en fait, qui va activer cet échange? Ce n'est pas Jeff qu'on a vu tout à l'heure, c'est le RCPG. Maintenant, on n'en a plus besoin. Okay, la sous-unité alpha, vraiment, on n'en a vraiment plus besoin. Donc, on va provoquer une hydrolyse. Qui va s'occuper de ça? C'est le RGS, qui est le pendant de GAP. RGS, c'est pour les protéines hétérotrimériques. GAP, c'est pour les protéines monomériques. Donc, RGS va jouer un rôle dans l'hydrolyse et on va revenir à l'état initial. Okay, le ligand se barre et on revient à l'état initial avec alpha-GDP. Juste à retenir ce schéma, les deux toxines, toxine en haut de la coqueluche, toxine du choléra. Toxine du choléra inhibe l'inhibition. Donc, en gros, quand il y a toxine du choléra, ça reste toujours actif. Alors que la toxine du coqueluche, elle inhibe l'activation. Donc, elle reste toujours en forme inhibée. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, le GTP gamma S, qu'est-ce que c'est? Le GTP gamma S, c'est comme du GTP. C'est-à-dire que on l'inclut, on fait une expérience. C'est quoi? Il y a marqué GTP gamma S moins. C'est-à-dire qu'on fait une expérience. Lorsqu'on remplace le GTP naturel par du GTP gamma S, okay, le GTP gamma S, il a comme particularité d'être non hydrolysable. Donc en fait, quand il y a du GTP gamma S, on va avoir le RGS qui sera inefficace puisque le GTP gamma S ne se fait pas hydrolyser. Okay, donc c'est la même chose vraiment entre le GTP gamma S et GTP. C'est quoi la différence? C'est que le GTP gamma S est non hydrolysable. Ok. Est-ce que, bon, voilà, ça c'est vraiment, et ça, je veux vraiment que la figure 17, et encore une fois dans les commentaires que j'ai mis, dans les fiches que j'ai données, je veux vraiment que ça aussi, cette figure 17 soit maîtrisée. Et c'est exactement ce que je vous dis entre échange et nucléotide. Hydrolyse, nucléotide ou échange nucléotide. Ok. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de tout ce qu'on a dit? Non, ça va. C'est bon? Alors, regardez. Donc là, aujourd'hui, c'était... Voilà, j'ai voulu faire quand même, malgré qu'on ait fini, j'ai voulu faire quand même 2 cours de révision. Ces 2 cours de révision étaient aussi pour faire attraper à ceux qui ont pris le train un peu en marche. Mais je vous assure que sur YouTube, il y a vraiment tous les chapitres. Vous devez faire les chapitres par chapitre, schéma par schéma, fiche par fiche, cours par cours. Donc, vous allez doucement. Et je veux que ceux qui étaient un peu en retard ou ceux qui veulent vraiment réviser parce que vous n'avez pas assez travaillé la BioC, je veux que tous les jours, vous vous mettez des objectifs de schéma. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites, chaque jour, je dois faire 10 schémas.
Et 10 schémas, je les apprends parfaitement, puisque c'est ça qui tombe, et le texte qui est avec. Okay, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin des fiches ou quoi que ce soit, ou même des cours. N'hésitez pas, moi, je vous donne tout ce que vous avez besoin. OK? Allez, bon courage. Donc, ce cours-là, je finis l'enregistrement. Ce cours-là, donc, il sera mis